sommes ensemble pour une heure d'entretien avec notre invité du soir. Notre invité s'appelle Thierno Lo. Monsieur Thierno Lo, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir effectué le déplacement ce soir pour parler avec nous, pour discuter avec l'ensemble des Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui vous suivent à travers cette émission Éclairage. Moi, c'est moi qui vous remercie de me permettre de m'adresser aux Sénégalais et d'échanger avec. Monsieur Thierno Lo, vous êtes le président de l'Alliance pour la paix et le développement APD et de la coalition Adiana. Vous êtes ancien ministre, vous avez géré le département de l'environnement, vous avez été ministre du tourisme et de l'artisanat, ministre conseiller, vous avez été député à l'Assemblée nationale. C'est à ces titres, monsieur le ministre, que nous allons parcourir avec vous l'actualité politique au Sénégal à la veille de la présidentielle. Je dis à la veille parce que nous sommes déjà à 5 mois de la présidentielle et puis le processus électoral est déjà mis en branle. D'ailleurs, parmi les actes qui ont été posés, c'est la collecte des voix par rapport, des signatures, je dois dire, par rapport au parrainage. Le parrainage, en tout cas, qui vous concerne, puisque vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar, que le président de cette coalition, le président de la République, Macky Sall en l'occurrence, a regroupé il y a quelques jours au niveau du centre Abdou Diouf de Diamniadio pour lancer cette campagne. A priori, comment d'abord vous appréciez cette première démarche venant de votre allié au pouvoir, le président Macky Sall, et que dites-vous par rapport au mot d'ordre qu'il a donné? Je vous remercie par rapport à votre question. Je trouve que c'est normal. Comme le parrainage a fait déjà l'objet d'une loi, donc cette loi s'impose à tout le monde. Ils ont attendu aussi que le ministre de l'Intérieur convoque pour permettre à ce que maintenant les gens se penchent sur le parrainage. Donc il était normal que le chef de la majorité présidentielle puisse regrouper l'ensemble de ses alliés pour les doper et pour leur donner des mots d'ordre à reprendre. L'élan est donné, vous avez évoqué en tout cas la période fixée après, disons, la convocation du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Sauf que cette convocation, en tout cas, n'a pas eu les effets escomptés du côté de l'opposition, je dois dire. Finalement, donc, cette opposition même traîne Aly Ngouille Ndiaye en justice, en évoquant en tout cas sa démarche unilatérale dans la façon dont il a fixé cet arrêté-là. Vous, par rapport à ce recours qui a été déposé par l'opposition, vous en tant qu'acteur politique, et en analysant la démarche de Aly Ngouille Ndiaye qui est au moins, disons, qualifiée de démarche individuelle, que dites-vous par rapport à cette requête de l'opposition? C'est d'abord le comportement des acteurs politiques sénégalais que je vais fustiger d'abord. Parce que le Sénégal est une grande démocratie, a vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous aurions dû dépasser ce genre de comportement de la classe politique sénégalaise. À chaque fois qu'on est à la veille d'élection, nous avons des comportements de cette nature. C'est le ministre de l'Intérieur qui a attaqué. Il n'est pas habilité à gérer des élections. On parle de processus électoral. C'est des querelles, c'est des réunions qui ne se terminent jamais. C'est des invectives. Je pense que ça n'aide pas la démocratie sénégalaise. Notre démocratie aurait dû prendre de l'élan pour que nous puissions dépasser la gestion des processus électoraux et que chacun puisse décliner un programme pour que le peuple sénégalais puisse faire une validation correcte et permettre au Sénégal de faire un bond en avant sur tous les plans. Malheureusement, c'est fait de bonne guerre. L'opposition voudra toujours attaquer la majorité présidentielle, faire des invectives, faire du buzz et être un objet médiatique. Et là-dessus, par rapport à cet arrêté, quand de manière peut-être unilatérale, le ministre de l'Intérieur sort cet arrêté qui fixe la réduction de la caution à 30 millions, ainsi que la discrimination à recueillir obligatoirement chez le parrain, c'est-à-dire les numéros de carte d'identité de la CEDEAO. C'est l'objet de la requête de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû le faire dans la concertation pour éviter vraiment cette situation que vous venez de déplorer? Mais c'est pourquoi la concertation, le dialogue sont des leviers qui permettent à la démocratie d'aller de l'avant. L'opposition sénégalaise aurait dû ne pas boycotter les différentes rencontres initiées par le ministre de l'Intérieur. Parce que quand je suis conscient qu'en allant à une rencontre, on ne m'a pas obligé à accepter l'inacceptable, on ne peut pas me priver de parole, je vais
au niveau de la concertation pour exprimer mon point de vue, mes revendications et suivre tout le processus. Mais vous boycottez des réunions jusqu'à ce que des décisions soient prises, vous revenez sur la table de négociation et vous commencez à rouspéter, à remettre en cause ce qui a été déjà élaboré. Moi, je pense que ça, c'est des comportements qui reviennent à s'aborder, à censurer, à faire de telle sorte que les choses ne se déroulent pas correctement. Donc, c'est toujours une question de maturité de l'opposition sénégalaise et d'une certaine manière de la classe politique sénégalaise. Et c'est pourquoi les populations jettent un regard sur cette classe politique. Et ça gêne ceux comme moi qui pensent que la politique peut se faire autrement et que ce n'est pas un jeu et nous ne sommes pas au théâtre ce soir. Et voilà. Quelle est la responsabilité du pouvoir dans cette affaire-là, notamment celui qui doit initier les concertations? Parce qu'on dit que souvent Macky Sall, son ministre de l'Intérieur, sont un peu fermés par rapport à cette opposition. Vous appréciez comment cet état de fait? Vous savez, quand nous étions au pouvoir, nous traitions l'opposition de cette façon, une opposition nihiliste, une opposition qui revendique, une opposition qui ne veut pas que les choses se déroulent correctement. Aujourd'hui, ceux qu'ils disaient sont au pouvoir. Alors vous voyez, donc c'est le comportement de la classe politique sénégalaise. Parce que les positions d'opposition sont différentes de celles qui sont au pouvoir. Alors que sur le plan des principes, nous devons avoir les mêmes principes quand nous sommes dans l'opposition, quand nous sommes dans le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est fait de façon délibérée. L'opposition veut empêcher au ministre de l'Intérieur d'aller de l'avant. Ce dernier, comme c'est eux qui gèrent le processus, ils ont un timing à maîtriser. Ils n'ont pas le temps de continuer à tergiverser, à dialoguer jusqu'à ce qu'on arrive au mois de décembre ou au mois de janvier. Il est normal qu'à des moments donnés, que des décisions soient prises. C'est comme ça que tous les régimes l'ont fait. Il y a un principe de concertation, mais faire de la concertation ne veut pas dire atteindre des consensus. Ça veut dire qu'on écoute les uns et les autres pour savoir ce qu'ils pensent. Et s'il y a des minimums de convergence, on les prend et on légifère dans le meilleur des cas pour l'intérêt du peuple sénégalais et l'intérêt du processus électoral. C'est un régime qui prend ses responsabilités par rapport à ce processus électoral, par rapport aux décisions prises, en tenant compte évidemment des exigences de calendrier. Est-ce qu'on peut trouver la même explication à ce qui concerne le report de l'élection locale, les élections locales qui ont été reportées, et déjà l'opposition dit que ça a été fait, ce report a été fait de manière unilatérale. Encore peut-être une preuve que la concertation ne prévaut pas parfois au sein de la classe politique sénégalaise. Moi, des fois, quand je me prononce sur des choses, quand je vois que ça peut handicaper les adversaires ou bien les candidats au processus, mais je trouve que les arguments qui ont été fournis, on peut les accepter. Et que ça n'avance par rapport au report. On a parlé d'hivernage, de certains événements religieux, mais ça n'handicape personne parce que nous serons toujours sur la même ligne de départ, avec les mêmes conditions qu'il faut remplir pour aller aux élections. Vous savez où se trouve le problème? Le problème, c'est quoi? C'est d'aller faire le terrain, d'avoir des propositions pour que les Sénégalais puissent valider ce que nous avons envie de leur proposer. C'est là où se trouve le véritable débat. Nous partons sur la même ligne et on est régi par les mêmes textes, par le même processus. Donc, ça n'handicape pas. Et moi, quand ça n'handicape pas, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un débat de politiciens et je ne suis pas fort dans ça. Parce que maintenant, je suis axé, moi, sur des choses beaucoup plus essentielles que ces invectives, ces querelles, vraiment que l'on connaît de la classe politique et ça ne change pas jusqu'à présent et c'est un drame pour le Sénégal. Et même si, par exemple, on peut rester sur le principe, parce que vous l'avez dit, pour avoir un bon processus, il faut une concertation, il faut un dialogue. Maintenant, les instruments de ce dialogue, c'est un peu sur la chose électorale pour éviter des problèmes. Est-ce que, ne serait-ce que par rapport au principe, le chef de l'État n'aurait pas dû appeler à une concertation avec les acteurs pour au moins prendre cette décision? Vous savez, moi, je n'ai pas de position partisane, mais je note que le président de la République a toujours appelé l'opposition à des concertations. Le dialogue, il l'a toujours souhaité, il a toujours tendu la main. Mais c'est l'opposition qui boycotte, qui dit que nous ne dialoguons pas. Vous avez entendu une partie de l'opposition qui dit que nous ne dialoguons pas, nous ne répondons pas. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse atteindre le maximum s'il y a des partis de l'opposition qui ont ce droit de se comporter comme ça, mais je crois que ce n'est pas la meilleure démarche. La meilleure démarche, c'est d'aller répondre aux consultations,
pour que nous puissions aller de l'avant. Toujours est-il que c'est le tralala, les mêmes attitudes de l'opposition, de la classe politique sénégalaise à la veille d'élection. Chacun vient avec ce genre de comportement. On l'a toujours connu, ce n'est pas nouveau. Je ne le fais pas, je ne dis pas que c'est l'opposition sénégalaise qui le fait pour la première fois. Non, c'est toujours comme ça. Regardez, toujours les années passées, c'est le même problème. C'est toujours le fichier électoral, le report d'une élection par rapport à une autre. Et au finish, on se retrouve sur le terrain pour aller voter. Alors donc c'est une perte de temps. Ça n'a pas de sens. Alors, mais ça arrange une certaine opposition qui veut toujours faire des crocs en jambe au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir aussi montre que j'ai le pouvoir de décision. Si vous ne venez pas, je décide et ça va se soumettre sur vous. Voilà, vous allez le faire parce que forcément, vous allez aller aux élections. Donc si je prends des décisions, vous allez y aller. C'est le problème du parrainage. Les gens étaient contre le parrainage. Mais une fois que la loi a été votée à l'Assemblée nationale, elle s'impose à tout le monde. Celui qui ne remplit pas le parrainage ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Alors vous voyez, il faudrait donc que les gens se mettent là à discuter, à trouver les meilleures possibilités d'avoir des processus électoraux à même de faire avancer la démocratie sénégalaise. Monsieur le ministre Thierno Lo, en parlant du parrainage, vous avez utilisé un verbe en tout cas qui est important. Ça s'impose des fois une fois que la loi a été votée. Alors par rapport à ce parrainage, ne serait-ce que pour le retrait des fiches de collecte, il y a eu plus de 100 manifestations de volonté. Ça veut dire que des représentants de plus de 100 candidatures. Alors le principe qui était lancé par rapport au parrainage, c'était de pouvoir au moins faire le tri. Est-ce qu'au vu déjà de l'élan, par rapport à toutes ces personnes qui veulent être candidats et peut-être qui auront la possibilité de collecter des voix sur le terrain, est-ce que véritablement on peut arriver aujourd'hui à faire le tri par rapport aux candidats et aux candidatures telles que, en tout cas, stipulées à travers cette loi sur le parrainage? Moi, vous savez, si vous vous rappelez bien, au début du parrainage, j'avais fait une sortie pour dire que j'étais contre le parrainage. Et je disais à l'époque que ce n'était pas consolidant. L'histoire commence à me donner raison. Parce que les comportements qu'on note de gauche à droite, on ne les trouve pas dans les grandes démocraties où il y a le parrainage. Ici, chez nous, vous avez la possibilité d'acheter une carte d'électeur. Ici, chez nous, vous voyez des gens qui ont des cartes d'identité, des cartes d'électeurs qui viennent le vendre à ceux qui prétendent être des candidats à l'élection présidentielle. Où est-ce que vous le trouvez dans les grandes démocraties où on parle de consolidation? Je dis que nous, notre population n'est pas une population mature. Et les contraintes sociales sont telles qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles. Bien que je ne peux pas permettre, moi, qu'à cause de contraintes sociales, qu'on perde sa dignité et qu'on puisse agir d'une certaine manière. Parce que la dignité, elle doit toujours accompagner l'homme. Dans la douleur, dans la misère, dans les manques, la personne doit être digne. Donc je ne légitime pas. Mais malheureusement... Vous parlez d'achat de conscience peut-être. Malheureusement, il y a les achats de conscience. Et là, c'est les gens qui viennent... C'est souvent le pouvoir quand même qui Non, ce n'est pas le pouvoir. Il y a des gens qui sont... Tous les prétendants aux candidats reçoivent des gens qui viennent leur proposer des cartes d'électeurs. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Ils sont en train de leur poser des cartes pour leur permettre d'avoir le parrainage. Parce qu'avoir 65 000 ou bien 55 000 signatures, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et il y a des gens qui considèrent que c'est la traite pour eux, il faut aller se faire de l'argent. C'est dommage. Mais ce qu'il y a encore de fondamental dans cette histoire, Bamba, c'est-à-dire qu'on a renversé la machine. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur aurait dû gérer le processus autrement. Parce qu'actuellement, vous dites, le ministère de recevoir des gens qui viennent au nom de candidats à l'élection présidentielle. Mais on n'a pas encore de candidat à l'élection présidentielle. Parce que vous pouvez vous lever tout de suite, envoyer quelqu'un pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors que rien ne nous dit que vous allez vous présenter, rien ne nous dit que vous allez avoir des signatures et vous venez créer une pléthore de représentants. On aurait dû dire, comme il y a une caution de 30%, il faut déposer la caution de 30% pour être un candidat à l'élection présidentielle. Donc si vous déposez la caution, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous pouvez envoyer quelqu'un vous représenter. On aurait dû appliquer une mesure qui est correcte parce que dans tous les cas, vous cautionnez. Donc qu'on mette la caution dès le départ pour savoir qui est candidat. Quand vous avez 10 personnes qui ont déposé leur caution de 30 millions, si vous aurez 10 représentants. Alors si on avait demandé la caution
vous verrez que vous n'auriez pas 80 personnes, parce que nous n'allons pas avoir 80 candidats à l'élection présidentielle. Il y en a qui viennent comme ça au niveau du ministère de l'Intérieur, animer la galerie. Dans quelques jours, vous allez les entendre aller dans d'autres coalitions, aller supporter d'autres candidats. Et puis, l'opposition aussi est en train de tromper les populations. Parce que d'après les informations que j'ai, l'opposition est consciente qu'allant individuellement au niveau de la recherche de parrains, ne pourra pas réussir. Et elle travaille dans le cadre de la mise en place de coalitions. Alors, quand vous mettez des coalitions, envoyez des délégués au nom de la coalition. Mettez en place les coalitions pour que les Sénégalais puissent savoir que vous allez en coalition. Mais vous envoyez 80 personnes au niveau du ministère de l'Intérieur pour récupérer des fiches. Et dans quelques jours, les Sénégalais vont vous voir, vous allez vous mettre à 2 ou 3 coalitions contre la coalition de Benno Bokk Yakaar. Je crois que ça aussi, ça rend flou le jeu démocratique. Ça ne permet pas aux citoyens, à l'électeur de savoir quoi faire. Donc je crois que la classe politique sénégalaise doit gagner en maturité. Et qu'on puisse savoir que la politique et les défis qui nous interpellent font que les élections présidentielles ne doivent pas être un jeu. Nous ne devons pas considérer comme si nous étions au théâtre ce soir, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous devons savoir que c'est des moments de programme à proposer aux Sénégalais. C'est des moments d'alternative. C'est des moments de faire rêver et d'aller du rêve à la réalité. Donc on doit prendre ça plus au sérieux que d'en faire un jeu, une foire, des empoignades à n'en plus finir, des tournures qui trompent le lecteur. Donc je suis très, très gêné et très choqué, et c'est une torture pernicieuse que j'ai vue par rapport au comportement des acteurs politiques sénégalais. Très bien. En parlant de ces acteurs politiques, c'est vrai que vous semblez être en tout cas plus proche du peuple. Je veux dire, ce peuple-là, peut-être qui n'est pas électeur et qui n'est pas éligible carrément. Et puis cela me ramène un peu, vous avez parlé de coalition, parce que je vous ai présenté en disant que vous êtes le président d'une coalition, la coalition Adiana. Ce sera quoi votre participation par rapport en tout cas à cette coalition Benno Bokk Yakaar, par rapport à j'imagine que Macky Sall est votre candidat, et comment est-ce que vous allez travailler au sein de votre coalition pour au moins participer à cette dynamique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Voilà, nous avons créé la coalition Adiana qui regroupe des membres de la société civile, des acteurs socio-professionnels et des politiques. Vous savez pourquoi nous avons créé cette coalition-là? Parce qu'individuellement, chacun d'entre nous aurait pu prendre la carte de l'APR avec son coefficient personnel, faire partie du dispositif du président Macky Sall. Mais nous n'avons pas voulu cela. Parce que moi qui suis le président de la coalition, autour de qui se regroupent des associations et des personnes, qui ne sont pas politiques du tout? Il y en a qui sont politiques et d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui me suivent sur le plan des principes. Ouais. J'ai dit que moi, Thierno Lo, c'est fini l'ère de venir avec mon caftan ou ma veste et d'entrer seul dans un gouvernement ou dans une organisation. Je ne le fais plus en singleton. Parce que je considère que je ne pourrais pas impacter sur ce qui se passe. Il va falloir que je vienne avec des coefficients, avec des Sénégalais qui ont l'ambition de travailler pour leur pays et que nous puissions constituer une force pour impacter sur ce qui se passe. Comment impacter? D'une part, nous sortons de ce débat stérile de querelles de personnes. Je suis le président Macky Sall, mais on ne verra jamais attaquer ses adversaires politiques sur le bas de la ceinture, ou bien faire des invectives, ou bien faire des ennemis. Je n'ai pas d'ennemis dans l'opposition. Je ne mène qu'un débat d'idées, un débat de programme, un débat de rassemblement et de fertilisation de ce qui est en train de se faire dans la mesure du possible. Et je suis dans un principe d'expression plurielle. Ça veut dire que chacun a le droit de faire un choix, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, donc il faut qu'on se respecte. Je respecte les choix des autres, je respecte leur façon de voir, mais ayons le minimum de consensus pour si nous pouvons l'avoir. Parce que ne pas avoir un consensus, ce n'est pas un manque de démocratie. La démocratie, alors le manque de consensus et puis la concertation se permettent de savoir ce que l'autre pense, c'est ça qui va nous permettre de faire les meilleurs choix possibles. Alors donc, moi je suis pour le respect, je suis pour l'écoute, je suis pour les propositions alternatives. Et je suis pour qu'il n'y ait pas de plébéante. Pour que les Sénégalais, même si aujourd'hui nous allons de façon dispersée, de façon libre à des élections, que nous ne puissions pas créer des plébéantes et pouvoir nous retrouver après
pour prendre en charge et faire face aux défis qui nous interpellent. Très bien. Voilà la mission qui m'anime et qui m'anime les membres de la coalition Adiana. Alors, cette coalition auprès du chef de l'État, mais quand, par exemple, certains estiment que ceux qui ont rejoint Macky Sall ont trahi le peuple, et lui-même, il est revenu là-dessus quand même, en empruntant les mêmes termes lors de la rencontre de lancement de la campagne de collecte des parrainages. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette façon, en tout cas, de désigner ceux-là qui ont choisi aujourd'hui de travailler avec Macky Sall alors qu'ils étaient ailleurs, disons, dans d'autres formations politiques ou bien avec d'autres gouvernements? Au Sénégal, vous savez, oui. Ce qui est marrant, c'est quoi? Vous voyez des gens avec leur cravate, leur veste qui se mettent au niveau des plateaux de télévision, qui se permettent pour dire, oui, le peuple, comme eux, s'ils étaient mandatés par le peuple. Qu'est-ce qui fait leur légitimité pour pouvoir parler au nom de ce peuple? Et que les gens qu'ils jugent là, jeunes du peuple, ont des militants, ont un passé, ont fait des choses dans le pays qu'ils n'ont pas fait. Et ils se permettent de venir dire, oui, nous parlons au nom du peuple, le peuple dit tel, mais c'est tellement facile. Qui les a mandatés? D'où est-ce qu'ils tirent leur légitimité? Est-ce qu'ils ont le droit de juger comme ça des gens au nom du peuple? Ils peuvent donner des opinions personnelles, individuelles, mais sans dire le peuple. Parce que ce peuple, il est là attentif, avec sa carte d'électeur. Regarde, qu'est-ce qu'on va m'opposer? Et chacun fait son bilan sectoriel pour dire, le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait de positif dans mon bilan sectoriel? Et à partir de ce moment, il va le reconduire ou le sanctionner. Vous, d'en face, qui venez critiquer, qu'est-ce que vous me proposez pour que ma condition puisse changer, pour que mes manques soient satisfaits? Et ils écoutent, et ce peuple-là, c'est le 24 février que le peuple va venir valider un programme ou bien sanctionner un homme. Tous ceux qui parlent, ils parlent pour leurs propres intérêts, c'est leur point de vue qu'ils émettent. Ils n'ont pas de légitimité et ils n'ont pas à juger les gens. Je crois que la grandeur d'une personne, l'objectivité reviendrait à respecter les choix des autres. Parce que quand vous avez choisi d'être de la société civile, d'être neutre, de ne pas voter, respectez le choix de ceux qui acceptent d'être des acteurs politiques et d'aller voter. Quand vous êtes de l'opposition, acceptez qu'un autre soit du pouvoir. La seule chose qui doit être prise en charge et qui doit engager tout le monde, c'est que quand vous êtes dans l'opposition, si vous traînez des casseroles, il n'est pas question qu'on vous permette d'aller vous loger au niveau du parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un Sénégalais, vous n'êtes pas un Burkinabé, vous n'êtes pas un Ivoirien, vous avez un coefficient intellectuel qui vous est propre, vous avez l'amour de votre pays, vous pouvez servir. Est-ce que vous allez vous dire aujourd'hui, si celui qui gère le pays m'appelle pour que je puisse contribuer, je dois dire non, je ne viens pas parce que j'étais au pouvoir, je l'ai perdu, je dois être là pour vous mettre des crocs en jambes, pour creuser la plaie, pour faire de telle sorte que vous ne puissiez pas réaliser quelque chose. C'est ce qu'ils disent aussi, soutiennent que généralement, c'est ce qui vont répondre à l'appel du chef de l'État, ils vont avec des intérêts particuliers ou bien au moins sur la base de conditions. C'est cela. Est-ce que attendez, il y a les deux pans. Oui. Il y a les deux pans. Oui. Il y a des gens qui dans votre cas, avec Macky Sall, qu'est-ce qu'il vous a proposé concrètement? Voilà. Qu'est-ce qui a guidé votre choix? Voilà, d'autant plus que vous l'avez rencontré. Je vais faire mon cas et je crois qu'il faudrait que les Sénégalais apprennent à écouter, à juger les gens. Moi, je ne suis pas un pur politicien, je ne suis pas un pur produit du PDS. J'ai fait 35 ans de secteur privé. J'ai eu tout ce que j'ai eu à avoir, mes maisons, mes épouses, avant d'être politicien. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à dire que Thierno Lo a été fait par la politique? Je dis que c'est faux. Je me suis fait avant d'être politicien, d'une part. Deuxièmement, j'ai dit aussi que je défie quiconque, je l'ai dit, le président Wade m'entend, je n'ai rien eu de la politique, ni foncier, ni véhicule, ni argent. Ah oui, pendant tout le compagnonnage, que j'ai fait avec le président Abdoulaye Wade, et je me gêne même de le répéter toujours, parce que ça voudrait dire que peut-être que je l'aurais voulu, si je l'avais voulu, je l'aurais eu, mais je n'avais pas eu de relation ni de foncier, ni d'argent avec lui, et je ne l'ai eu avec aucun de ses ministres. Je l'ai dit très haut, ils sont là, mes amis du PDS. Le président Wade est vivant. Il peut sortir un titre foncier, ou bien un lopin de terre pour dire que ça, je l'ai donné à Thierno Lo.
Je donne aussi ici, en direct, à la direction des domaines, de sortir n'importe quel petit centimètre carré de terrain qu'ils ont de moi et qui proviendrait du régime. Je n'ai que 2 maisons à Dakar. Banque de l'Habitat et l'autre je l'ai acheté par mes propres ressources financières. Je lui dis, oh, il y a des corps de contrôle, on peut tout contrôler. Mais ceci étant, je n'ai pas rejoint aussi le président Macky Sall parce que je traîne des dossiers. Ça aussi, il faut le dire. Je n'ai aucun dossier que je traîne. Je n'ai pas un foncier que le président peut venir me prendre aujourd'hui parce que je l'avais acquis de façon. Vous n'êtes pas inquiété par la traque avec bien supposément l'acquis qui poursuit à un moment donné, vous me permettez de clarifier une sortie que j'avais faite à un moment donné. Oui. Les gens m'avaient entendu un jour dire que je voudrais que le procureur me convoque. Oui. Ce n'était pas de la témérité ou rien. Mais nous étions sortis d'un moment où les gens disaient tous ceux qui avaient accompagné Abdoulaye Wade sont des voleurs. Oui. Alors j'ai dit que comme on nous considère tous comme étant des voleurs, moi je demande au procureur de m'appeler, qu'on fasse le point de mes avoirs. Et maintenant, si on trouve que je n'ai rien fait, qu'on me donne un quitus qui va me permettre de dire que moi, Thierno Lo, je n'en fais pas partie. C'est comme ça que j'avais parlé. C'est ça qui m'a poussé à le dire. Parce que jusqu'à présent, dans l'esprit des Sénégalais, oui, ils pensent que tous ceux qui ont été du régime d'Abdoulaye Wade sont des voleurs, alors qu'il y en a qui ont été... Puisqu'on avait parlé des 25 dignitaires de l'ancien régime 25 dignitaires qui ont suivi, oui, même les autres, même si on ne les a pas cités, la générosité d'Abdoulaye Wade et sa manière de distribuer les choses faisait que personne ne peut imaginer que quelqu'un puisse être avec Abdoulaye Wade sans pour autant être milliardaire ou bien millionnaire. Et c'est dommage. Moi, j'en fais partie. Peut-être que je suis... Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est parce que peut-être vous n'aviez pas accès à lui ou son entourage? Qu'est-ce qui a... Je faisais partie de ceux qui voyaient le président Abdoulaye Wade le plus souvent. Le président Abdoulaye Wade me portait une grande estime. Et je le lui rends bien. Mais le problème est que... Et pourtant, vous l'avez quitté. Le problème est que... Laissez-moi répondre d'abord à votre question. Oui, oui. Il y a deux choses, c'est le président Abdoulaye Wade. Il faut lui demander pour qu'il vous donne. Moi, je ne demande pas. Et le président Abdoulaye Wade me regardait comme étant Thierno Lo, il a fait 35 ans dans le secteur privé, il vient, il n'est pas dans le besoin. Il m'a toujours vu comme ça. Alors je l'ai laissé me voir comme tel et me juger dans l'action que je faisais dans son gouvernement. Et ça m'a fait du plaisir, parce qu'aujourd'hui je suis un homme libre. Il y a des Sénégalais qui me reconnaissent ce que j'ai fait. Et c'est le plus grand trésor qui m'intéresse. Le regard qu'on me porte, ce qu'on me dit dans la rue pour dire que Thierno Lo est un homme de principe. Thierno Lo n'a pas volé, Thierno Lo ne s'est pas enrichi de façon illicite. Je crois que c'est la plus grande ressource. Et tous les ministères où qu'on m'a confié, j'ai eu à laisser des empreintes. Vous m'avez eu quand j'étais au ministère du Tourisme, parce que vous étiez venu m'interviewer un jour. On a vu les 2 salons internationaux du tourisme que j'ai organisés dans ce pays. La première fois, j'ai été le premier à organiser des salons internationaux. Le salon de la ferronnerie, on a vu. On a vu le combat que j'ai mené pour qu'on baisse la TVA, pour qu'on donne des valeurs juridiques au terrain, pour qu'on fasse l'assainissement du secteur. Au niveau de l'environnement, on a vu tout ce que j'ai fait. S'il y a des desks au niveau des rédactions pour faire une communication sur l'environnement, ça porte mon empreinte. Si aujourd'hui, on a réglé le problème du zonage de Dakar, pour faire de telle sorte que les déchets qui étaient là, les immondices et tout, qu'on puisse supprimer le pont qui permettait de peser des gravats et de facturer à l'État du Sénégal. J'ai mis de l'ordre dans tout ça quand on m'a confié la gestion des ordures. Partout où je suis passé, j'ai marqué des empreintes. C'était mon devoir. Sur la base de votre proximité avec Abdoulaye Wade et de la confiance qu'il plaçait en vous. Et finalement, vous l'avez quand même quitté quand il a quitté le pouvoir. Non, attends, je n'ai pas quitté le président Abdoulaye Wade. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas un produit du PDS. Je n'ai pas grandi sous l'aile d'Abdoulaye Wade. J'étais un militant de la CDP Garbi. Nous avons fait une fusion avec le PDS. C'est quand nous avons fait une fusion avec le PDS que le président Wade m'a appelé pour que je puisse l'accompagner dans la mission qu'on lui a confiée. Je suis venu travailler pour mon pays. Vous voyez? Alors, je n'ai jamais signé un contrat au président Abdoulaye Wade pour lui dire que je vous accompagne quand vous aurez fini de pouvoir être président de la République, ou bien d'être un député ou un président, ou d'occuper une fonction politique que le peuple va vous confier, que moi, Thierno Lo, je vais vous laisser le droit de m'indiquer le chemin à prendre. Ça, je ne l'ai jamais signé avec lui, on n'a jamais discuté comme ça. Je l'accompagnais pour une mission déterminée, la confiance des Sénégalais. Je l'ai accompagné pour qu'il traduise
son bilan pour qu'il fasse bouger ce pays, et nous l'avons fait ensemble. Et je porte toujours son bilan. Maintenant, il y a un autre problème que les Sénégalais doivent bien disséquer. Moi, quand je suis venu au sein du PDS, le PDS ne m'a jamais accepté. Ah oui? Parce qu'il constitue une petite famille. Ils se disent que oui, nous étions là depuis des années de braise avec le président Abdoulaye Wade. Nous constituons un cercle qui rejette les nouveaux qui arrivent. Mais quand nous les rejetons maintenant, nous commençons à nous entre-déchirer entre nous. C'est comme ça que fonctionne le PDS. Quand je suis arrivé, quand j'avais un problème avec mon frère Mourou Diagne Fada à Darou Moussi, et je le salue au passage, parce que nous n'avons pas de contradiction profonde comme le pensent les Sénégalais. Mais l'appareil du PDS s'était ligué parce que c'était le jeune Mourou Diagne Fada qui était là, qui avait fait de la prison, qui était étudiant. Quand il était là, Thierno Lo était à la CDP Garabi, il était dans son secteur privé. Maintenant, c'est lui qui vient pour prendre la place de Fada. Nous, PDS, nous n'allons pas l'accepter. Et j'ai combattu un appareil pour occuper les positions que j'ai occupées pour être président de la communauté de Darou Moussi et contrôler l'arrondissement. Aller contrôler aussi avec les gars de ma tendance qui étaient les Lamine Thiam, les Moïse Ndiaye, contrôler le département et la région de Louga. Tout ça, c'est mon coefficient personnel qui est venu le faire contre un appareil. Alors cet appareil qui m'a convaincu, qui m'a combattu, alors était différent de l'homme Wade, qui me recevait dans son bureau et qui me prenait en aparté parce qu'il disait que ce garçon, il m'apporte quelque chose. Alors que le PDS, je ne connaissais. Il y a quelque chose qui va même encore étonner les Sénégalais. Savez-vous que durant tout le temps que j'ai été dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade, je ne connaissais aucune maison d'un responsable du PDS. Ah oui? Je n'allais ni dans leur bureau, ni dans leur maison. Demandez-leur quel est l'un des responsables qui m'a une fois reçu dans son domicile. Donc je n'étais pas dans leur histoire de tendance. Je n'avais de rapport particulier qu'avec le président Wade. Alors, c'est pourquoi, quand j'ai créé l'Alliance pour la paix et le développement au CICES, j'ai dit, mes amis qui sont au niveau du PDS, je quitte le PDS parce que le président Wade est parti. Ceux qui sont restés là-bas ne peuvent pas me diriger et n'accepteront jamais que je les dirige. Mais bon Dieu de bon sens, où se trouve la logique? C'est de prendre ses responsabilités et de partir. Je ne vais pas les diriger et eux, ils ne vont pas me diriger. Le président Wade n'étant plus là, je ne suis plus dans cette cacophonie, dans cette mare. Je ne le fais pas. Et ce qui se passe encore là-bas, pour qu'on dise que maintenant, c'est Karim Wade qui est leur candidat. Moi, je considère que, même si j'y étais, il ne serait pas mon candidat. Parce que dites-vous bien ceci, je ne vais pas accompagner un papa jusqu'à ce qu'il parte pour me dire que Thierno Lo, tu n'as pas de coefficient, tu ne vaux rien, tu m'avais suivi, tu vas suivre mon fils. Je dirais au président Wade, je vous respecte beaucoup. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qu'on doit sublimer. Mais ce que je ne ferai jamais, c'est d'accepter que votre fils mérite. Je ne ferai pas partie de cet héritage. Alors, et je lui disais à l'époque, oui, Monsieur le Président, pour éviter le déluge, il faut structurer votre parti pour que ça puisse être un appareil bien organisé pour que nous puissions assurer une pérennité. Mais il n'a jamais voulu parce que les gens qui étaient du PDS n'ont jamais voulu qu'on fasse les renouvellements parce qu'il y a des nouveaux, comme Thierno Lo qui viennent d'arriver. Oui. Si jamais vous structurez, ils vont occuper des positions de pouvoir. Et à chaque fois, ils vous disent au président, non, monsieur le président, on s'approche des élections, si vous renouvelez, ça va faire des histoires, ça va faire des cela, et on gèle. Alors c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est à l'origine de tout ce que vous voyez. C'est différent maintenant. Oui. Des gens qui ont été encadrés par Abdoulaye Wade, qui en 2010, 2009, 2008, certains n'avaient pas de maison. Ils ont eu leur maison, leur véhicule, leur premier salaire à partir d'Abdoulaye Wade. Vous en connaissez? J'en connais, ces gens qui râlent là, qui sont en train de parler, qui ont fait leur sortie là. Demandez-leur en quelle année ils ont eu leur maison, comment ils ont eu ces maisons-là, et qu'est-ce que Wade a fait pour eux. Wade n'a rien fait pour moi, sinon vous parlez de ceux-là qui ont rejoint récemment. Ceux qui font des démarrages, ceux qui font des... Attendez, vous êtes un homme de presse. Oui. C'est vous qui avez relayé les choses. Oui. Donc les comportements des uns et des autres, on ne vous l'apprend pas. Je vous parle dans le cadre général. Ceux qui sont en train de faire de la délation, ceux qui sont en train d'attaquer Abdoulaye Wade, sont ceux qui vivaient des délices de Wade. C'est ça que je fustige. Je pense que vous ne pouvez pas, d'une part,
bénéficier de délices de la part de quelqu'un, avoir vos maisons, avoir des ressources. On vous a connu à part de ces gens, de cette personne-là, et que vous puissiez venir l'attaquer, aller raconter certaines choses. L'autre chose, c'est la stature d'homme d'État. Quand vous êtes un homme d'État, quand vous êtes aux côtés d'un homme d'État, l'État a ses principes, a ses cadavres, a ses secrets. Il ne faut pas les divulguer tant que vous n'êtes pas sous l'emprise de la justice qui vous demande de dire les choses. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui faire de la délation, faire du déballage, parce que ça pose la notion de confiance. Très bien, mais comble quand même, ces gens aujourd'hui sont avec Macky Sall. Et ce que vous êtes en train de dire, certainement, Macky Sall le sait. Mais il le sait Qu'est-ce mieux. que vous lui conseillez de les accueillir véritablement? Vous savez, les gens qui quittent le PDS, là, qui viennent, qui rejoignent le président Macky Sall, moi, je n'ai pas conseillé le président Macky Sall parce qu'il les connaît mieux que moi. Il les a pratiqués bien avant que moi. Vous savez, le président Macky Sall, il se met là à regrouper autour de sa personne des gens, mais regrouper des personnes ne veut pas dire avoir confiance en ces gens-là. Parce que quand vous allez à des élections, mais vous avez besoin de prendre le fou du village pour qu'il ne vous jette pas les pierres, vous l'amenez à votre côté. Vous avez besoin de prendre le plus grand râleur du pays pour qu'il soit à votre côté. Parce que tout ce qui peut être nocif, tout ce qui peut impacter, vous amenez autour de vous. Mais quand vous avez maintenant toutes les personnes qui sont autour de vous, vous devez avoir la lucidité pour savoir où est-ce que se trouve la confiance que je dois déléguer. Quelle est la personne qui ne va pas me trahir, même si Dieu faisait que j'arrive au second tour. Alors donc, la notion de confiance, elle est fondamentale. Alors, il y a certains comportements que certains ont montrés quelque part. Je pense que le président Macky Sall est assez outillé pour savoir à qui il doit porter sa confiance. Vous n'avez pas confiance en ces gens-là? Mais ces nouveaux alliés? Il ne peut pas avoir... Je ne parle pas de ces nouveaux alliés, je parle dans le général. Ah ouais. Il est un homme d'État, il a les renseignements, il a pratiqué certaines personnes. Et là où il va, le combat est tellement sérieux qu'il doit bien sérieux. Quel est le groupe qui, même si je devais aller à terre, va m'accompagner, va plonger avec moi? Quel est le groupe qui va sauter? Quel est le groupe qui, si je ne passais pas au premier tour, quels sont les gens les plus loyaux qui vont essayer de m'accompagner à un second tour et qui vont faire un second bond? Ça aussi, c'est toute une analyse lucide que je lui propose de faire et qu'il va faire. Et c'est à partir de ce moment qu'il fera les meilleurs choix et il va avoir ses tiroirs. Il va avoir des tiroirs où il va mettre les gens. Chacun, suivant son comportement, suivant sa philosophie de vie, suivant son passé, suivant la manière dont on l'a connu, pour savoir dans quel tiroir on le loge. Et c'est l'ensemble de ces tiroirs-là bien gérés qui vont permettre au président de la République de prendre les meilleures décisions et d'aller de l'avant. Et je sais qu'il est assez outillé pour le faire. Alors, nous reviendrons sur ça, mais restons quand même avec vos choix, puisque vous étiez en tout cas au PDS, vous avez expliqué en collaboration avec le PDS, allié du pouvoir à l'époque, avec le président Abdoulaye Wade, vous avez fait un autre choix aujourd'hui, vous, en coalition, vous travaillez avec Macky Sall. Est-ce que vous ne craignez pas, en regardant un peu la physionomie aujourd'hui de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également de l'APR, qui n'est pas également structurée comme le PDS à l'époque, oui. Vous ne craignez pas que les mêmes causes qui ont fait qu'après la chute d'Abdoulaye Wade, vous avez quitté vos alliés du PDS, que ces mêmes causes en tout cas puissent être retrouvées au niveau de la coalition au pouvoir ou bien de l'APR, qu'on puisse vous considérer comme de nouveaux venus, qu'on ne vous donne pas votre véritable, en tout cas, mérite dans cette coalition. Vous ne le craignez pas? Ce regard dont vous parlez, oui. Mais je l'ai subi. Quand le président Macky Sall m'a appelé pour que je vienne l'accompagner, mais j'ai toujours les bonnes réponses par rapport aux réactions des gens. Quand je suis arrivé, j'ai conçu quelque chose qui était normal. Ils avaient dit, nous nous battons ensemble, nous gagnons et nous gouvernons ensemble. Quand ils le disaient, moi j'étais de l'autre côté pour leur dire, vous n'allez pas gagner. Et si ma mission avait réussi, le président Macky Sall ne serait pas président de la République du Sénégal. Alors, quand je viens les rejoindre, il faut que j'accepte qu'ils puissent gérer ensemble. C'est pourquoi quand je suis arrivé, je n'ai pas réclamé de poste. On m'en a proposé, j'ai décliné. Et j'ai continué. Le HCCT, pourquoi vous avez décliné? Non, j'ai décliné pour la bonne simple raison que le principe de départ, c'était quoi? Ils ont gagné ensemble, ils gèrent ensemble. Je ne viens pas pour demander de poste. Et je donnais une pédagogie aux Sénégalais aussi, pour leur faire comprendre qu'on peut accompagner quelqu'un et ne pas demander des prébendes. Et je l'ai fait. Mais malheureusement, dans ce pays, on ne sort pas les gens
pour dire que voilà des modèles, voilà des exemples. Mais ça ne change pas ma conduite parce que c'est par rapport à ma confiance, à ma conscience et par rapport à ceux qui m'accompagnent. Jusque-là, vous n'attendez rien de Macky Sall. Attendez, on termine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que quand je suis venu les rejoindre, je ne m'étais pas battu ensemble avec eux pour gagner. Je leur ai laissé les positions de pouvoir. Très bien. J'ai accompagné de 2014 jusqu'à maintenant, presque 2019, sans pour autant avoir eu un salaire mensuel, sans pour autant avoir un poste ni pour moi, ni pour un membre de mon parti, ni pour un parent. Donc je vous dis, c'est une pédagogie. Donc je ne fais pas partie de on a dit que les chefs de parti reçoivent de l'argent de Macky Sall. Si je vous dis, moi j'ai répondu, mais on fait une conférence de presse quand il y a l'affaire Mamadou Ndoye. Je pense que... Vous n'avez jamais reçu... Attendez, quand vous suivez les gens aussi, il faut leur accepter ce qu'ils font pour qu'on puisse dire qu'au moins il y a des exceptions. Quand il y a eu l'affaire Mamadou Ndoye, nous n'avons fait, mes jeunes du parti ont fait un article. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui se réfugie derrière les jeunes. J'ai accepté ce qu'ils ont écrit et j'ai cautionné. Ils ont fait un communiqué pour dire que nous ne recevons pas de salaire, nous ne recevons pas d'appui, ni pour le président de notre parti, ni pour aucun membre de son parti. Ça donc, ça a été net et clair, dit, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça ne nous a pas empêché de soutenir le président Macky Sall en faisant quoi? Nous avons créé une entité qui s'appelle l'Alliance pour la paix et le développement. Comment aider le président Macky Sall? Il faut fidéliser les gens. Pour les fidéliser, nous avons pris nos propres ressources pour aller les former, pour leur donner des métiers, pour qu'ils puissent, les femmes, puissent transformer les céréales locales, faire de l'eau de javel, faire des avels, avoir un pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que ces femmes-là, qui sont dans des entités bien organisées, avec leur carte d'électeur, avec des trucs, puissent reprendre les mots d'ordre que nous donnons de fidélisation dans la majorité présidentielle. Et c'est comme ça que nous avons fait jusqu'à présent, et c'est comme ça que nous allons faire pour le parrainage, et c'est comme ça que nous allons faire pour demander à ce qu'on vote pour le président Macky Sall pour qu'il passe au premier tour. Mais nous avons toujours gardé notre liberté de ton. Quand nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas des répondeurs automatiques. Et nous ne sommes pas des engagés pour aller comme ça, comme des bataillons pour aller faire la guerre. Il y a eu la crise, nous avons manifesté notre désaccord, parce que c'est une juste revancharde que ça va créer. Alors, on a vu le problème des libertés démocratiques. Nous voulons des avancées significatives par rapport à la gestion de la démocratie dans ce pays. Alors, le parrainage... Mais justement, par rapport à la gestion de cette démocratie, quand même, aujourd'hui, dans ce processus électoral-là, il y a des candidats qui sont déjà déclarés presque inaptes, pour citer le cas de Karim Wade et de Khalifa Sall. Et beaucoup pensent que pratiquement, c'est une tentative d'écarter de potentiels adversaires du régime. Là aussi, vous posez un problème fondamental. Et nous devons, si nous voulons construire une grande république, vous voyez ça comment, oui. Si nous voulons construire une république, avoir un état de droit, il faut que nos positions soient des positions d'hommes d'État, de régaliens. C'est nous qui disons, quelles que soient les institutions, on dit séparation des pouvoirs, on dit justice, on dit parlement, on dit exécutif. Il faut respecter ces structures mises en place. Et que le Sénégal est un pays avec des compartiments. Il y a des gens qui ont décidé d'aller au niveau de la justice pour jouer sur un levier essentiel pour une république, pour une démocratie. Il y a d'autres qui ont choisi d'aller être des représentants du peuple. Et il y a d'autres qui ont choisi d'aller conquérir l'exécutif. Si un des maillons, un des leviers de cette chaîne craque, c'est fini pour notre République. Et les gens ont des comportements qui dérangent des fois. Parce que quand on vous gifle, vous bamba, quelqu'un vous injure, quelqu'un prend votre argent, vous vous référez à qui? Vous faites appel à la justice pour rétablir dans vos droits. Si la justice donne un verdict qui vous est favorable, vous dites oui, je suis dans un pays de droit, un pays de justice. Si c'est le contraire, vous dites oui, c'est des corrompus, c'est des trucs. Je pense que c'est un manque de respect et ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice. Moi, je peux être victime d'une décision de justice, mais ça ne me poussera jamais, jamais à qualifier les magistrats ou bien à jeter l'opprobre sur des citoyens qui sont là pour jouer leur rôle dans la République comme je le joue en tant que politicien ou bien en tant que parlementaire. Jamais au grand jamais, tant que notre Assemblée nationale est conçue comme elle l'est, c'est nous qui avons accepté ces modalités de fonctionnement, ces modalités d'accès au niveau de cet espace. Respectons ce que l'Assemblée fait. Si nous ne voulons pas qu'elle se passe comme ça, il faut changer le mode de scrutin pour que nous puissions avoir les véritables représentants du peuple. Mais quand le système
est conçu comme tel et que c'est nous qui l'avons laissé comme tel, c'est que nous n'avons permis que ça fonctionne comme ça, il faut qu'on soit des régaliens, qu'on le respecte, que ça s'impose sur nous. C'est pourquoi à l'époque, quand les gens disaient oui, l'autre mandat d'Abdoulaye Wade, ils disaient oui, c'est nous qui sommes le Conseil constitutionnel. Nous n'accepterons jamais que le président Wade ait un second mandat. Je leur répondais en disant, vous n'êtes pas des républicains. Parce que le Conseil constitutionnel, là, les 5 juges, c'est vous qui les avez mis en place. Si vous voulez changer le mode de fonctionnement, si vous voulez changer le mode de représentation, allons légiférer. Mais sauf que légiférer, c'est parfois très difficile quand même. En regardant la configuration de notre Assemblée nationale, depuis l'indépendance... Mais on va aller plus loin. Oui. Nous avons été à un référendum. Ça veut dire que demander l'approbation du peuple. Si le peuple aurait pu décider tout ce qu'il veut. Oui. Tout ce qu'il veut. Que chacun se sente responsable. Pour dire que je ne vais pas laisser les gens voter et après maintenant me permettre de revendiquer des droits et de critiquer. Je vais donner ma carte pour dire je suis oui au contre. Mais ce qui s'est passé, c'est le oui qui l'a emporté. Donc ce oui-là nous met en place des segments avec leurs modalités de fonctionnement. Personne n'a le droit de le critiquer. Parce que nous l'avons arrêté ensemble. C'est nous qui devons, et ça s'impose à nous. Si nous ne voulons pas que ça se passe comme ça, il faut légiférer pour l'enlever. Je vous donne un exemple. Et ça me fait mal. J'entends ici des cadres, des intellectuels qui parlent de la prolifération des partis politiques. Mais pourquoi vous allez permettre à certains d'avoir des partis politiques? Par exemple, le président Macky Sall, on lui a permis d'avoir un parti politique, il est devenu président de la République. Pourquoi aujourd'hui, on devrait dire à Bamba, tu n'as pas le droit d'avoir un parti politique, alors que nous avons créé des textes pour dire que voilà ce qu'il faut remplir pour avoir droit à un récépissé. On a légiféré. Alors, un monsieur vient, il va prendre le formulaire au niveau du ministère de l'Intérieur. Il remplit toutes les conditions pour avoir son parti politique. Alors, on ne change pas les modalités de fonctionnement. Les lois ne sont pas remises en cause. Et on n'a pas légiféré encore. On se permet là pour dire, oui, on a 300 partis. On peut en avoir 1000. Tant que nous n'aurons pas changé le processus. Si nous voulons changer le processus, commençons d'abord à faire ceci. Et sous ce rapport-là, est-ce que le parrainage, donc, attendez, quelque chose que vous acceptez? Je termine ce que j'ai dit. Oui. Parce que si nous avions respecté les textes que nous votons, et ça c'est le drame du Sénégal, on vote des textes, on ne les applique pas. Les partis politiques sont soumis à des modalités de fonctionnement. Quand vous avez un parti politique, à la fin de chaque année, vous devez présenter un bilan financier. Si vous ne présentez pas le bilan financier, vous ne respectez pas le truc, il y a des mesures qui peuvent s'appliquer sur vous. On ne le fait pas. Aujourd'hui, nous avons amené aussi dans un pays quelque chose qui est entré dans la mentalité des gens et chacun le répète comme des répondeurs pour dire un seul parti ne peut pas gagner les élections au Sénégal. Je dis que c'est faux. On a mis dans la tête des gens le phénomène des coalitions. Et ce sont les coalitions qui ont permis la prolifération des partis politiques. Vous créez un parti politique pour aller soutenir, pour aller aux élections en se disant qu'il y aura un second tour, je vais monnayer, alors que les gens qui avaient au début théorisé la notion de consensus, c'est Feu Doussine et Babacar Touré, qui voulant la réconciliation avec le président Abdoulaye Wade, ont théorisé la notion de consensus. C'est cette notion de consensus-là qui a amené ces histoires d'aller jusqu'à des coalitions. Mais Bamba, tu dois savoir que si on met ici 20 candidats, on fait la course, par force, il y aura quelqu'un qui va être premier. On se met sur une même ligne de départ. On fait une course. Évidemment. Il y aura toujours quelqu'un qui va être premier. Si nous avions 100 candidats, les Sénégalais ont le carte directeur, ils voteront pour un candidat. Ce n'est pas vrai de dire qu'un seul parti ne peut pas gagner les élections. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai que les défis du Sénégal sont tellement énormes que le Sénégal est une grande puissance en ressources humaines, que si quelqu'un gagne les élections, il doit pouvoir utiliser l'ensemble de ses compétences pour mettre en œuvre un programme. Mais gagner une élection, c'est un homme qui a choisi un seul parti pour le faire. Maintenant, c'est la gestion du pays par rapport aux défis qui interpelle la mise ensemble de nos intelligences et de nos compétences pour relever ces défis. On fait énormément de confusion parce que ces confusions arrangent les gens. Si vous voulez régler les problèmes, interdisez les coalitions pour les élections. Donc le parrainage n'était pas la question pour régler la prolifération des partis politiques. Je vous dis que le parrainage ne peut pas régler le problème de la prolifération des partis politiques. Ça ne peut pas le régler parce que vous pouvez créer un parti et ne pas participer aux élections. Vous pouvez créer un parti et être dans des coalitions.
Ça n'empêche pas que les partis soient créés parce que personne n'a le droit ou la possibilité d'empêcher un citoyen actuellement dans l'ordre établi d'avoir un parti politique. Si vous le faites, il vous attaque au niveau des institutions judiciaires. Parce que vous n'avez pas le droit. Il va prendre sa fiche au niveau du ministère de l'Intérieur et puis ce qui a fait votre légitimité, il ne faut pas la refuser à l'autre. Tant que les règles du jeu ne sont pas changées par voie parlementaire ou référendaire, personne n'a le droit de faire ça. Et je crois que les gens utilisent ces arguments. Quand vous êtes dans le pouvoir, vous utilisez certains arguments qui vous avantagent. Quand vous êtes dans l'opposition, vous faites la même chose. C'est ça qui pollue le jeu démocratique et ça ne nous permet pas de faire des avancées significatives et je le fustige. Très bien. Vous prenez, monsieur le ministre, pour des avancées significatives en matière de démocratie, vous prenez pour des consensus forts. Et je reviens à ma question. À la veille des élections, il y a deux candidats de l'opposition, une opposition significative parce que le PDS à l'Assemblée nationale, le maire de Dakar, Khalifa Sall, aussi bien représenté à l'Assemblée nationale, ces candidats, aujourd'hui, en tout cas, s'éloignent de plus en plus de la présidentielle prochaine. Et même si c'est par décision de justice, en jetant un coup d'œil sur les affaires, en tout cas, qui ont conduit à la condamnation de ces derniers, est-ce que, au regard de toutes ces affaires-là et de l'évolution démocratique du Sénégal, est-ce que vous ne craignez pas, vous qui êtes en tout cas en friand des consensus, du développement de la démocratie, vous ne craignez pas que cela puisse effriter l'image du Sénégal en matière d'organisation d'élections? J'ai envie de dire que c'est la première fois en tout cas que des candidats soient déclarés, soient éloignés de l'élection. Est-ce que ce n'est pas un risque par rapport à notre démocratie? Je ne vois pas de risque parce que ne prenez pas la démocratie sénégalaise ou bien le Sénégal à partir de ce jeu de quelques 3, 5, 6 politiciens. Les politiciens, ce ne sont pas eux qui représentent la République. Il est vrai que quand nous allons vers des élections, il faut faire de telle sorte que le processus soit le plus clair, le plus démocratique possible. Et que ceux qui ont envie de prétendre diriger le Sénégal puissent le faire dans le cadre de la légalité. Mais maintenant, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes de ces gens-là sont des problèmes qui sont posés au niveau de la justice. Laissons la justice légiférer et que la décision de la justice s'impose à tout le monde. Bon, maintenant, ceux qui sont concernés peuvent revendiquer, peuvent avoir leur comportement. Je ne fais pas la critique, mais je me mets sur les positions régaliennes d'un état de droit. Ça veut dire que quand une affaire est pendante au niveau de la justice, quand la justice prend une décision, moi je respecte la décision de justice. C'est ça mon problème. Je ne peux pas aujourd'hui dire que, voilà, on va vers des élections, on doit arrêter personne. Je n'aime pas qu'on arrête quelqu'un. Je le dis net et clair. Moi, je ne suis pas pour que quelqu'un aille en prison. Si je pouvais faire, j'aurais fait de telle sorte qu'aucun Sénégalais n'aille en prison, qu'aucun Sénégalais ne souffre en prison, parce que nous avons des familles. On a besoin. Remarquez une chose. Si on vous enfermez dans votre propre chambre seulement, vous allez voir, vous allez croire que le monde s'effondre parce qu'on vous prive de liberté. Et quand on vous prive de liberté, vous êtes sur des états d'explosion. Vous aurez partagé cette vision avec Macky Sall, votre allié, parce que vous êtes proche de lui par rapport à ces cas-là. Attendez, le président Macky Sall, c'est lui que le peuple a mandaté et c'est lui qui a le pouvoir de décision. Il a des paramètres d'interprétation que je n'ai pas. La seule chose que je peux faire, c'est de dire au président Macky Sall à chaque fois, la première fois qu'il m'a appelé, et ça je le dis tout simplement par rapport à la question, parce que ce n'est pas de ma nature de raconter ce que je dis au chef de l'État. Mais quand c'est quelqu'un qui est de l'intérieur du peuple, je peux le dire. Ça veut dire à un président de la République que personne ne vous trouve des ennemis. Dire à un président de la République que vous êtes le président de tous les Sénégalais. Dire à un président de la République que pour traduire votre lettre de mission, prenez toutes les compétences dont regorge le Sénégal pour satisfaire votre peuple, le rendre plus aussi les querelles politiques peut-être. Les querelles politiques, quand je dis rassembler, qu'on ne vous trouve pas d'ennemis, que quand quelqu'un se présente devant vous pour vous dire que pour vous trouver des ennemis, sachez qu'il ne parle que pour ses intérêts privés. Parce que le drame du Sénégal, c'est quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un moment de gestion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Et c'est de là que vient tout le mal du Sénégal. Tout ce que vous voyez tergiverser ne fonctionne que pour des intérêts particuliers. Parce que quand vous fonctionnez pour l'intérêt général, vous avez des consensus. Vous avez un patriotisme économique, un patriotisme citoyen et tout. Et nous n'avons pas de contradictions. Les contradictions naissent tout simplement quand on privilégie les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Et c'est dommage. Et il faut qu'on lutte contre cela. Parce qu'au moment où nous sommes, il y a beaucoup de défis qui nous entourent. Nous avons des défis de sécurité, on a des problèmes de développement,
Et quand vous entendez les Sénégalais là qui sont en train de singer d'être des répondeurs automatiques pour dire oui, il nous faut un problème de monnaie, il faut se débarrasser de la France, il y a des préalables. D'accord. Beaucoup de préalables. Certainement, on aura l'occasion de voir tout ça avec vous pendant la campagne. J'espère que vous allez bien vous lancer dans cette campagne, en tout cas pour le parrainage, la collecte des signatures, mais également la campagne présidentielle qui est en vue. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission, de notre entretien avec M. Thierno Lo, président de l'Alliance pour la paix et le développement, APD, et de la coalition Adiana. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre. D'abord de l'environnement, ministre du tourisme et de l'artisanat, ministre conseiller, entre autres responsabilités que vous avez occupé, vous qui êtes un produit du secteur privé sénégalais. Et une dernière question, je disais un peu off que vous êtes promoteur, en tout cas dans l'espace audiovisuel. Il se trouve qu'il y a une loi, un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, qui doit aller à l'Assemblée nationale. Vous avez légiféré en tant qu'ancien député, et on soupçonne dans le milieu que cette loi irait à donner des compétences à la RTP pour pouvoir éliminer, disons, certaines plateformes au niveau des réseaux sociaux. Vous donnez quelle appréciation en tant que promoteur, en tout cas, dans le secteur de la communication? Personne ne peut priver les Sénégalais qui veulent être dans les réseaux sociaux. Même une loi votée à l'Assemblée nationale. Une loi votée à l'Assemblée nationale ne peut pas nous empêcher. Et puis moi, je vais vous préciser, ce n'est pas moi, Thierno Lo, qui suis là, patron de presse ou des trucs comme ça. Oui. Mais j'ai des ressources qui me permettent de prendre des journalistes, de leur donner des locaux, de leur acheter du matériel et de permettre à ce que des étudiants qui sont dans les écoles de formation en journalisme, qui n'ont pas la possibilité de venir aujourd'hui tout de suite aller chez vous, à RDV ou à TFM, ou à manipuler des caméras, prendre un micro et écrire, et bon, parce que vous n'êtes pas là pour former des gens. Vous prenez des gens qui ont déjà le métier et qui viennent pour produire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je forme des gens. Il y a des jeunes qui ont pris une caméra dans les trucs, parce que ce n'est pas la première fois que je crée un groupe comme ça, qui ont appris à prendre une caméra, qui ont appris à faire du montage, qui savent écrire et qui ont été maintenant embauchés par vos télévisions-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à TFM, à RDV, ici et à 2STV, qui sont sortis du groupe Sanoussi que j'avais créé. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui font 3e année, qui sont chez moi et qui apprennent à faire, comment dire encore, filmer, monter, et qui apprennent à écrire et qui savent tenir un micro. Donc moi, je suis dans le cadre d'une formation. Et en plus, maintenant, je fais ce que les autres ne font pas. Ça veut dire que je leur ai dit, écoutez, expression, vous êtes dans une société d'expression plurielle. Il n'y a pas de position partisane. Donnez la parole à ceux qui ont des idées, mais n'ouvrez plus jamais vos micros, vos plateaux à ceux qui font de l'invective. En fait, je leur apprends à faire les choses autrement, de façon civilisée et de façon responsable. C'est une très bonne école. Appelez ça une école de formation. Et non un jeu comme ça pour venir créer un groupe de pression sur les gens, parce que je n'insulte pas, je ne fais pas de pression et je leur interdis de faire ça. Je les colle à la déontologie qu'on leur apprend aussi. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de vous avoir reçu. Voilà. Merci.